Bonjour et bienvenue au podcast Jason Ergo, le podcast des étudiants en ergothérapie. Nous sommes de retour en force pour une deuxième saison. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour une rencontre, une discussion qui sort un peu de l'ordinaire puisqu'on ne va pas seulement se concentrer sur l'ergothérapie, mais plutôt sur un aspect crucial de la pratique des ergothérapeutes qui est la collaboration avec d'autres professionnels, plus spécifiquement avec les physiothérapeutes. Alors, notre objectif, ça va être de comprendre l'individualité puis la complémentarité de l'ergothérapie et de la physiothérapie et de comprendre dans le concret c'est quoi la richesse de cette complémentarité-là, de cette interdisciplinarité-là. Et pour en discuter, j'ai la chance d'avoir avec moi Charlotte Aptel, qui est ergothérapeute, ainsi que François Grégoire, qui est physiothérapeute. Charlotte, tu travailles chez Neuroconcept, qui est une clinique privée en réadaptation neurologique. François, pour ta part, tu es à la clinique Mouvement Physio depuis 14 ans, clinique que tu as fondée. Et je vais donc en fait vous laisser la parole pour vous présenter davantage puis nous parler de votre parcours et un peu de en quoi l'interdisciplinarité et la collaboration avec les physiothérapeutes s'inscrit dans votre parcours et dans votre identité professionnelle. Merci, bonjour. Donc moi c'est Charlotte Aptel, je suis ergothérapeute. Je suis ergothérapeute à la base en France depuis 2018 et j'ai vécu la belle aventure de l'expatriation au Québec pour finir mes études ici à Montréal. Donc j'ai fini en 2020 cette belle maîtrise et beau challenge. Et depuis, j'ai travaillé à l'hôpital public en service de neurologie, en clinique de gestion de douleurs chroniques. Puis il y a à peu près un peu plus d'un an que j'ai quitté pour partir dans une clinique privée dans le but de faire de la réadaptation neurologique en tant qu'ergothérapeute, où je travaille au sein d'une grosse équipe interdisciplinaire. On vit tous ensemble avec toutes nos professions, nos identités et nos beaux challenges avec nos clients. Salut, merci de me recevoir. Je suis honoré, là. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Je m'appelle François, je suis physio. Moi, je suis vraiment doyen ici parmi nous trois. Ça fait 17 ans cette année que je pratique en physio. Ça fait 14 ans que j'ai fondé Mouvement Physio. Ça s'appelle Mouvement Physio, mais on n'est pas... je pense que c'est comme un réflexe, je pense, de s'appeler comme ça. Puis il y a comme une réalité de connexion puis de compréhension de la population en général à ce mot-là, qui pour la plupart des gens inclut de la physio, mais aussi d'autres professionnels. Donc, oui, j'ai fondé ça en achetant la clinique d'une physio qui prenait sa retraite en décembre 2010. Et là, ça fait 14 ans. Et quelle aventure incroyable! Alors, je pratique un peu encore. J'ai pratiqué beaucoup avant. Puis, je fais surtout de la gestion maintenant. Mais je pratique quelques heures par semaine aussi avec des patients. Puis la raison pour laquelle on vous a rassemblés ce soir, c'est parce que vous avez tous les deux, comme beaucoup de physiothérapeutes, beaucoup d'ergothérapeutes, l'expérience en collaboration avec des physios, des ergos. Puis je sais que vous êtes deux professionnels qui valorisent beaucoup cet aspect-là de votre travail. Puis j'ai envie de commencer en vous lançant un défi qui est de expliquer votre compréhension de la profession, de l'autre profession. Fait que si, par exemple, Charlotte, tu veux commencer, qu'est-ce Bien que sûr. tu comprends de la physiothérapie? Alors, la physiothérapie, j'ai une nouvelle compréhension depuis que je travaille avec par rapport à celle qu'on m'a enseignée à l'école. Et je préfère la compréhension que j'ai aujourd'hui dans mon milieu de travail parce que on nous apprend beaucoup à différencier nos champs de compétences pour avoir notre propre identité professionnelle, mais j'ai appris qu'en fin de compte, non, on se rassemble beaucoup. De ce que j'ai compris en physiothérapie, quand je travaille avec eux, on ne s'oppose pas dans l'autonomie du patient. La physiothérapie va aller regarder tout ce qui est les enjeux très physiques, retrouver des mouvements, de la force. Et en même temps, derrière, en ergothérapie, on vient allier ça et l'imprégner dans le quotidien de la personne. Et puis, les physiothérapeutes font aussi du fonctionnel. Ils ont leur regard fonctionnel pour venir nous achaler en disant « Regarde, je sais que c'est moins dans mon expertise, mais j'ai remarqué que
par tel déficit physique, il est plus capable de faire telle chose dans sa vie. Fait que moi, j'aborde cet enjeu-là pour retrouver ce mouvement, cette force, gérer cette douleur-là. Est-ce que tu peux intervenir avec moi pour qu'on complète le tout? Fait que c'est cette grosse compréhension que j'ai apprise en physiothérapie, que c'est pas seulement lever des poids ou juste manipuler un patient. C'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un gros rôle d'éducateur qu'ils ont auprès de chaque client. J'espère ne pas d'avoir trouvé la bonne chose pour te définir. C'est une excellente définition. Et tu sais, je pense que c'est un enjeu dans nos professions d'arriver à s'auto-définir même. Je pense qu'on a des fois même de la difficulté à nous-mêmes expliquer. Puis on a même nous-mêmes des fois de la difficulté à se trouver un consensus sur qu'est-ce que les ergos pensent que les ergos sont, puis qu'est-ce que les physios pensent que les physios sont. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça vient de l'université, là, donc ça fait quelques années. Mais j'ai toujours gardé cette façon-là de différencier les deux professions. Ce qu'on m'avait dit, puis vous me direz si vous pensez que j'ai raison, c'est que, puis moi c'est ce que je vois là, sur le terrain, c'est que les physios travaillent beaucoup les déficiences et incapacités physiques, et les ergos travaillent beaucoup les handicaps physiques, mais aussi psychologiques ou mentaux, ce qu'on n'a pas dans notre champ de pratique en physio, en tout cas pas officiellement. Donc quand on parle de déficiences et incapacités, on parlerait par exemple, si on veut donner un exemple super facile à comprendre pour n'importe qui, ben ma déficience, ça peut être j'ai de la difficulté à plier mon coude, mon incapacité, c'est je peux pas amener ma main à mon visage à cause de ça. Mais là, dans le fond, quand on tombe dans l'handicap, on tombe dans les AVQ, les AVD, donc je peux pas brosser mes dents, je peux pas me raser, je peux pas mettre mes verres de contact, etc. Donc, évidemment, même si on est obligé d'aller dans du fonctionnel en physio, et c'est à la mode en ce moment, ça reste quand même le rôle principal des ergothérapeutes de faire du fonctionnel et d'aller aider à venir réduire l'impact des handicaps, qu'ils soient permanents ou temporaires, sur la vie des gens au niveau physiologique, donc au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique, donc dans les ergos qui travaillent en santé mentale. Je sais pas si c'est une bonne explication. Je trouve une très bonne définition de ce métier d'ergo. Et tu as totalement raison de se définir soi-même en tant que professionnel de la santé, que ce soit physio ou ergo, vu maintenant la multitude de champs d'expertise qu'on peut avoir, autant en neurologie ou en orthopédie ou en santé mentale. Mais il faut qu'on retrouve notre place là-dedans, mais en même temps, notre place, elle se fait à plusieurs, en équipe, à chaque fois. D'où l'interdisciplinarité qui est vraiment, vraiment importante. Même dans cette définition-là, je ne pourrais pas définir l'ergo sans parler d'interdisciplinarité. Un ergo travaillant seul, ça amène de gros challenges. Je ne pense pas que ça soit la meilleure des pratiques. Puis je trouve que tu amènes un point intéressant, Charlotte, parce que tu parles de la spécificité puis le développement de certaines expertises. Puis c'est bien, parce que ça se passe en physio comme en ergo, le développement d'expertise hyper poussé, mais ça amène dans des professions qui sont pas aussi claires dans la tête de la population en termes de définition, une difficulté à se définir clairement, justement, parce qu'à partir du moment où les gens sont hyper spécifiques dans leur pratique, vont moins rejoindre, tu sais, si je parle par exemple de la physio en santé physique, puis là il y a des physios qui font du périnéal, ben oups, ils ne travaillent pas nécessairement en douleur, ou en douleur physique, ça peut, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc là, si on tente de trouver une définition de ce que la physio fait ou ce que les physios font, se sentent un peu moins concernés dans la définition qu'on pourrait trouver, mais qui concerne presque tout le monde, mais pas tout le monde à cause de grâce, là, ça peut être une bonne chose aussi, ces expertises-là. Puis ça m'amène une question, en fait. Est-ce que, au lieu d'avoir un domaine ou une définition qui englobe tous les domaines de pratique de la physiothérapie ou de l'ergothérapie, est-ce qu'il y a au moins une philosophie qui est commune à tous ces champs de pratique-là? Moi, ce à quoi je pense beaucoup, puis on fait souvent le parallèle en ergo, c'est que des domaines plus physiques, comme notamment la thérapie de la main, est plus difficile à intégrer dans la définition de l'ergothérapie. On a démystifié ça dans un autre épisode du podcast, mais une des choses qui ressort, c'est que la philosophie de l'ergo qui va porter attention au fonctionnement, qui va porter attention à la personne dans sa globalité, à l'interaction entre l'environnement, l'activité et les capacités de la personne, demeure quel que soit le domaine, que ce soit en santé physique, en pédiatrie ou en santé mentale. Puis, je comprends mieux ça sous l'angle de l'ergothérapie, mais je me demande, est-ce qu'en physiothérapie, il y a une philosophie ou une approche globale qui permet de regrouper ou de trouver un fil commun entre la physio plus traditionnelle santé physique, la physio périnéale, etc. C'est un défi. C'est un vrai défi.
je me suis posé la question beaucoup là, dans les dernières années parce que c'est un enjeu. À partir du moment où tout le monde est d'accord avec qu'est-ce qu'on fait, tu sais, on parle beaucoup d'occupation en physio, en ergo plutôt, puis je pense que c'est quelque chose qui définit beaucoup la profession. Encore une fois, peu importe le domaine dans lequel ou le sous-domaine dans lequel on pratique. En physio, c'est pas si simple parce que si on prend la santé physique, encore une fois, on peut aller dans... si on va en pédiatrie, on ne travaille pas nécessairement en douleur ou en blessure. On peut travailler avec des enfants qui ont des plagiocéphalies ou des torticolis. On n'est pas nécessairement dans une problématique physique, mais on n'est pas dans une problématique de blessure ou de douleur qui est assez commun puis assez comprise, je pense, dans la majorité de la population. Alors, mon ami physio, Axel et moi, après en avoir discuté souvent, beaucoup en ligne, on est arrivé à quelque chose, puis je ne sais pas si ça fait consensus, mais parce qu'on en parle aussi en physio, c'est un sujet d'actualité de tenter de se définir, ce qui n'est pas encore fait, mais nous, on pense qu'on est les experts en douleur, blessure et incapacité physique. Et c'est pas parce qu'on le dit qu'il n'y a pas d'autres personnes qui pratiquent parce que c'est une réalité, là, il y a d'autres personnes qui pratiquent dans cette sphère-là, que ce soit des thérapies alternatives ou pas. Mais c'est parce que je pense qu'on est capable de dire qu'on est les meilleurs. On travaille basé sur des évidences scientifiques. Et évidemment, notre objectif, c'est de travailler surtout sur des incapacités physiques. On tombe rarement dans le handicap en termes de suivi qui va s'étaler dans le temps. Alors ça, là, on tombe plus en ergo à ce moment-là, dans la consultation avec un ou une ergothérapeute. Là. Donc, douleur, blessure et incapacité physique. Je pense que ça englobe presque tout, parce que les gens qui sortent un peu de la réalité très commune de tout ce qui se fait en musculo-squelettique, que ce soit en privé ou en public, tu vas se reconnaître dans incapacité physique, là, ce qui vient englober aussi quand on parle de, par exemple, la pratique en périnéale. Là. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. Puis ça revient, comme tu as dit, expert. C'est chaque profession, elle a son expertise. Elle a un rôle d'expert à travailler. Si on reprend à chaque fois les rôles qu'on doit travailler dans nos études pour devenir tel ergo ou tel physio, il y a ce rôle d'expert-là où ça englobe toutes nos compétences, tous nos savoir-faire et notre savoir-être. Donc l'ergo, oui, va être expert de l'occupation d'une personne. Il va faire très vite des liens de... telle chose va influencer la capacité de la personne à manger ou à réaliser ses loisirs. Mais en même temps, on va aller chercher de l'information aussi chez le physio en disant, lui, il est expert dans l'incapacité physique. Il a décelé une incapacité physique. Ok, je prends cette incapacité physique-là, je la mets dans mon expertise de l'occupation. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui pour cette personne-là? Puis ça permet, je pense, aussi de différencier ces deux métiers et en même temps de garder son identité en tant que professionnel et en même temps aussi de s'ouvrir encore plus à la collaboration avec l'autre personne. Parce que si on ne sait pas qui on est en tant que professionnel, c'est très difficile de collaborer. Et c'est quelque chose qui est très important à discuter avec les étudiants, à leur montrer dans leurs expériences qu'il faut savoir qui on est en tant que professionnel et pas forcément en tant que personne, parce que le professionnel et la personne peuvent être deux personnes différentes, mais ça lie quand même beaucoup dans le travail. Mais c'est ça le point le plus important quand qu'on soit physio, ergo ou encore d'autres professionnels de santé. On n'a pas aujourd'hui toute une équipe interdisciplinaire, mais c'est ça. On ne rentre pas dans le développement personnel, mais moi, je suis plus ou moins d'accord avec toi, Charlotte, parce que je pense que quand on se connaît bien comme personne, on est plus en mesure d'aider les autres, parce qu'on peut être plus en paix avec nos imperfections. Mais dans tous les cas, c'est important, tu as tout à fait raison, savoir qui on est. Au niveau professionnel, à la base, au moins, c'est très important. Quand on se connaît bien, on est plus en mesure d'aider les autres. Puis quand on est bien avec nous-mêmes comme professionnels, on est encore plus en mesure d'aider les autres aussi. Ben, ça se rejoint aussi dans le choix des études. Savoir qui on est avant de se lancer dans des études en santé, ergo, physio, c'est important. Il faut être honnête, c'est pas fait pour tout le monde parce qu'on voit beaucoup de choses. On voit l'humain, on est avec l'humain, on voit des fois les mauvais côtés de l'humain. On voit la maladie. Donc, il faut savoir qui on est. Ça se développe aussi. On apprend aussi à gérer ce côté-là de la maladie, qu'on a des gens qui arrivent avec beaucoup de problèmes, ou des fois moins, mais qui prennent une importance capitale dans leur vie. Et que nous, derrière, comme tu as dit, François, si on se connaît, on va savoir comment pouvoir les aider et aussi respecter qui on est nous-mêmes en tant que professionnels. Parce qu'on reste un humain aussi face à un autre humain. Qu'est-ce qui vous a fait, par exemple, choisir l'ergothérapie plutôt que la physiothérapie ou le contraire lorsque vous avez dû faire ce choix? Je te laisse commencer le temps que j'organise mes idées. Moi, c'est une histoire d'il y a plusieurs années. Puis là, je ne raconterai pas ma vie au complet, mais je pense que comme beaucoup de gens au cégep,
je visais de m'en aller en médecine. Je pense que c'est la seule profession qu'on connaît assez bien pour vouloir s'en aller dans cette direction-là. Après une session, je me suis rendu compte que j'aurais pas les notes pour rentrer. Donc, il fallait que j'observe un petit peu quelles étaient mes autres options. Puis là, tu sais, tu as 17-18 ans. Là, quand tu dis bien se connaître, c'est une réalité. Et quand on arrive sur le marché du travail à 23-24 ans, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore sur nous-mêmes, sur la profession. Donc, je pense que c'est important de se donner une chance. Là. Si je peux donner un conseil à quelqu'un qui rentre sur le marché du travail, c'est pas en 2 mois qu'on va se sentir complètement à l'aise. De s'exposer, ça a des impacts positifs. Si s'exposer 35 heures semaine, c'est trop, il y a beaucoup d'employeurs qui vont accepter maintenant de s'exposer, d'être moins, puis de prendre plus son temps pour développer une capacité à être à l'aise, puis avoir moins de cette pression-là d'être confortable maintenant. Je pense qu'on est beaucoup dans des professions où les gens se mettent une pression de performance parce qu'on travaille justement avec des humains qui ont des problèmes. Puis quand tu as 23 ans, je l'ai vécu, là, quand tu rentres sur le marché du travail à 23 ans, puis tu as ton patient de 55 ans qui a plein de problématiques, tu sais, l'espèce de phénomène de dire je suis pas compétent, c'est quoi le nom de ça? Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, tu sais. Il peut être très puissant. Puis je pense qu'il peut encore être plus puissant aujourd'hui dans un contexte, comparativement quand moi j'ai gradué, là, où on parle de l'ancien temps, là, que les réseaux sociaux n'avaient pas le même impact qu'aujourd'hui dans cette espèce de perfectionnisme-là, de vouloir aider à tout prix tout le monde la première fois que je les vois dans la première heure. Mais c'est pas possible de faire ça. L'humain n'est pas comme ça. Donc, on est des entités organiques, puis nous-mêmes, on doit apprendre à s'améliorer progressivement, mais que les choses ne se feront pas instantanément. Donc, ben oui, je me suis blessé pendant que j'étais au cégep, puis j'ai été exposé à de la physio, puis je trouvais ça cool parce que c'était sportif, tu sais. Puis finalement, j'ai fait une demande, j'ai été accepté à Ottawa. Moi, j'étais allé étudier à Ottawa, ça coûtait beaucoup plus cher qu'au Québec, finalement. Ça, je m'en suis rendu compte en recevant la première facture. Mais j'ai beaucoup aimé ça, je me suis fait des amis. Oui, puis tu sais, je suis un gars de la région de Montréal, fait que je suis revenu après avoir gradué, mais ça a été des années super le fun, dans tous les cas. J'ai quand même une partie du parcours qui se ressemble. En France, pour aller dans les études de physio ou ergo, on doit passer par la première année de médecine, qui est un grand concours de sélection chez nous pour aller dans toutes les spécialités. Puis j'ai aussi remarqué que je n'avais pas les notes pour aller en médecine. Mais je me suis dit, je vais prendre l'option rééducation en pensant à physio en premier, parce que c'est le métier qu'on connaît. J'étais face à des physios toute mon adolescence par la pratique du sport. Et en fin de compte, dans un cours, j'ai rencontré une étudiante en ergo qui a juste fait une présentation. Et je suis allée discuter avec elle et elle m'a tout exposé, et elle m'a accrochée, et ça a été une révélation. Je me dis, je sais que physio, j'aime ça. Mais là, j'ai trouvé en fait un métier qui correspondait aussi à mes valeurs personnelles. C'est comme tomber en amour là, oui, je suis tombée en amour. Comme je suis tombée en amour avec le Québec. C'était la même chose. Ça, je comprends. Et je suis tombée en amour, et donc je me suis lancée dans ces études-là en France. Et en fait, en finissant, j'ai gradué à 21 ans. Et à 21 ans, j'ai dit, je sais que je veux être ergothérapeute, mais ouf, à 21 ans, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai été confrontée, c'est ça, tout de suite à des humains. J'ai eu ce syndrome de l'imposteur assez important. Et je me suis dit, allons-y, let's go. On part dans un autre pays, on va voir s'il est moins important. Puis c'est comme ça que j'ai développé, que j'ai été une des seules dans ma promo à être sûre que je voulais être ergothérapeute. Ça a été souvent un choix en France, et souvent un choix parce qu'on n'a pas eu médecine et parce qu'on n'a pas eu physio. Mais à la fin, les 20 qu'on était dans notre promo, on est tous les 20 encore ergothérapeutes aujourd'hui, parce qu'on a été piqués et chacun a trouvé ce qu'il souhaitait. Comme on a des ergos qui se rapprochent un peu plus des compétences physio parce qu'ils aiment ça, comme d'autres qui vont vraiment aller développer un autre champ d'expertise qui leur répondent. Fait que c'est comme ça que je suis tombée dedans, parce que je voyais l'humain dans sa globalité, et c'était... ça faisait des liens, en fait, sur ma vie personnelle et sur mes valeurs, et j'ai dit, on y va, on se lance. C'est certainement souvent un choix de valeur, ou en tout cas, si c'est pas un choix de valeur, il faut que ça fitte avec dans le temps, là, par la suite, les valeurs, s'ils ne fitent pas avec... Puis là, je peux pas comparer avec plein d'autres métiers ou professions parce que j'en ai pas fait 1000 dans ma vie, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez important en réadaptation. L'espèce de... Quand tu parles d'être confronté, ou en tout cas... mis face au... Oui, que ce soit péjoratif ou pas. Là, ça peut être... En fait, c'est très, on apprend beaucoup dans cette situation-là. Mais effectivement, de travailler directement avec des humains, puis on pourrait, les infirmières, par exemple, ou dans d'autres professions de la santé, on pourrait, je pense, dire que tout le monde vit un petit peu la même chose.
Ça fait grandir parce que si on grandit pas, on se perd rapidement là, dans cette situation-là. Ce qui est peut-être moins le cas en programmation, en informatique, où on travaille avec des gens parce qu'on travaille avec des collègues ou des clients ou peu importe, mais notre patient, notre client, la personne qui est devant nous, c'est une personne qui s'attend à ce qu'on l'aide, puis parfois qui s'attend à ce qu'on règle le problème pour elle. Donc, et là, ça peut être confrontant encore une fois sur arriver à des solutions, mais les solutions sont entre les mains du patient la plupart du temps. Tu sais. C'est ça. Je dirais pas mieux. Ben, ce que j'entends beaucoup, au fond, c'est tellement de similarités, tellement de valeurs qui se rejoignent, en fait, entre les vôtres, entre celles des ergos, des physiothérapeutes, qui, au fond, tous les deux travaillent en réadaptation, puis veulent le bien, le progrès du patient. Et pour rendre ça plus concret, ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez d'un cas où il y a peut-être pas eu, en fait, de collaboration entre ergo et physio, et où ça manquait. Afin qu'on puisse comprendre c'est quoi qui peut manquer dans une situation où justement la collaboration n'est pas aussi présente. Si je réfléchis, je ne l'ai pas forcément vécu dans le domaine public. Ah, si, en fin de compte, si, je l'ai vécu dans la gestion de douleur. Je pense qu'on se rejoint sur cette expertise-là à travailler avec des personnes qui vivent avec de la douleur persistante, c'est-à-dire ça fait plus de 3 mois et ça peut faire des années. C'est affolant, on peut voir des gens qui arrivent avec 10 ans de douleur. Et j'avais ma collègue physio qui était absente pour des raisons personnelles. Donc, je me suis retrouvée sans elle pendant 6 mois. Et je trouve que ça a ralenti beaucoup certaines prises en charge parce qu'il y a des compétences que je n'ai pas en tant qu'ergothérapeute. Je ne peux pas faire de la physio. Et inversement, ma collègue, quand j'étais pas encore au poste, il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Et même les patients... Ils le ressentaient, ils se disaient « Mais pourquoi la physio, elle ne me voit pas pour me mobiliser ou pour des fois utiliser d'autres appareils qui sont plus spécifiques, je pense souvent à de l'ultrason, toutes des choses comme ça. » Et en fin de compte, moi, j'étais là juste à parler de quotidien, à trouver « Ok, qu'est-ce que tu peux faire à tel moment quand tu as mal ?» Ils me disaient « Je pense que ça prendrait qu'un physio il me voit et qu'il manipule pour regarder ce qu'il en est. » Et à ce moment-là, pour déconstruire ça, c'était pas mon rôle à ce moment-là, c'était vraiment, elle avait besoin de voir ma collègue physiothérapeute pour aborder tous ces aspects-là. Parce que je pouvais pas outrepasser mon rôle et essayer de déconstruire quelque chose qui était ancré dans la personne. Donc à ce moment-là, j'ai trouvé vraiment que j'avais ce besoin-là, je l'ai même mentionné, parce que c'était, je trouve, pour le bien-être du patient, il fallait trouver une solution à ce moment-là pour que son enjeu soit adressé. C'est la grosse situation auquel je vois actuellement aujourd'hui. Je vis plus cette situation-là. J'ai une collègue physio, j'ai des collègues kinésiologues, tout se passe bien, on est tous proches. Tu abordes un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais tu parles des croyances des patients. Ouais. Et dans le fond, ça peut être une des raisons pourquoi, par exemple, un autre professionnel peut être utile dans le suivi d'un patient, par exemple, parce que la personne croit que ça va l'aider. Et à partir du moment où on tente de déconstruire ça, ça peut devenir très complexe. Et parfois, ça peut simplement nous faire perdre la relation de confiance qu'on peut avoir avec le patient. D'ailleurs, je parle, pour moi, les croyances des patients, ça fait partie des facteurs non spécifiques dans ce qu'on fait. Et c'est sur ça, entre autres, que je donne un cours en 3e année aux étudiants de physio à l'Université de Montréal. Un cours de 3 heures, là, tu sais, j'ai pas la responsabilité d'un cours au complet. Puis une chance parce que ça prend beaucoup de temps à monter ça. Mais on en parlait hors d'onde, Marie, tantôt, puis je vais utiliser un exemple en santé mentale qui est une nouvelle expertise qu'on a chez nous. Puis pour vrai, wow, tu sais, il y a beaucoup de gens, puis là, tu utilises l'exemple de douleur persistante, Charlotte, tu sais, c'est sûr que des problèmes simples, probablement que... Puis il y a une réalité dans la pratique, là, puis moi je l'ai vu évoluer, mais j'ai pas de statistiques là-dessus, puis c'est pas scientifique ce que je vais dire. Mais c'est sûr qu'avec les informations que les gens auxquelles les gens ont accès maintenant, sur Internet notamment, qui est à certains égards très bonne, là, cette information-là, beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Internet, c'était assez balbutiement. Les cas simples se gèrent probablement de plus en plus eux-mêmes. Donc, il y a un pourcentage de la population qui, si elle a besoin de consulter, va pouvoir s'autogérer de par sa connaissance et sa compréhension de la santé physique, par exemple, si on parle de ça. Donc, on se retrouve probablement avec plus de cas complexes, plus de cas lourds,
plus de cas de douleurs persistantes. Et là, si tu parles de douleurs de plus de 3 mois, puis c'est la définition qu'on a, mais effectivement, c'est rare qu'on voit des gens à 3 mois et demi. Là. On voit des gens avec plusieurs années de douleurs. Et c'est là que ça devient hyper important, cette collaboration-là interdisciplinaire. Puis là, ben, si je parle de santé mentale, je parlais tout à l'heure avant que tu arrives, Charlotte, avec Marie, sur le fait que ben, y a des gens qui consultent en physio parce qu'ils ont de la douleur au dos depuis 10 ans. Puis ils ont tellement de facteurs autres que ce qui est physique ou musculo-squelettique dans leur compréhension de leur douleur, dans leur vie de tous les jours, dans le fait de modérer leurs activités pour se permettre de pouvoir récupérer en termes de gestion d'énergie. Puis là, évidemment, on sait que la douleur lombaire, par exemple, est associée à la dépression puis au burn-out. Donc là, on peut tomber dans de la santé mentale, donc des enjeux que la personne peut ne pas voir, qui est complètement sur le côté. Et parfois, c'est difficile, parce qu'il peut y avoir une certaine confrontation avec ces patients-là, qui, eux, consultent, encore une fois, leur croyance, c'est « j'ai toujours vu des professionnels comme des physios, par exemple, qui m'ont aidé à me faire du bien, donc réduire ma douleur. » Oui, mais juste réduire la douleur, c'est pas suffisant, parce que si ça avait été suffisant, on serait pas 10 ans plus tard avec ta douleur au dos en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut aller observer qui est à l'extérieur de ce que tu fais depuis 10 ans, puis qui donne des résultats à court terme seulement. Et parfois, effectivement, quand on rentre, par exemple, en santé mentale, ou quand on rentre dans l'occupation, ou quand on rentre dans la gestion d'énergie, bien, ces gens-là, on est capable peut-être, on en fait en physio, mais évidemment, il y a un rôle important des ergothérapeutes là-dedans, où parfois, on va juste, déconstruire qu'est-ce qui se passe, puis là, voir, bien, il y a des problématiques dans l'utilisation de ce que tu es capable de faire, et ultimement, ces patients-là sont, évidemment, il faut qu'ils se donnent la chance, c'est pas des choses qui se font en 2 semaines, et ça, c'est important que nous aussi, on l'apprenne. L'humain change, s'il le veut, lentement, mais on est capable de déconstruire puis de rebâtir tranquillement les capacités de cette personne-là en la réexposant progressivement. Et parfois, les gens sont juste pas capables d'accepter d'emblée qu'il faut qu'ils réduisent à 10% leurs activités pour permettre de baisser les alarmes. Donc, les ergothérapeutes sont vraiment bien positionnés là, pour aider nos patients à tous, là, à travailler sur ce genre de trucs-là. Mais vos exemples illustrent bien que l'objectif au final est le même, que ce soit pour l'ergothérapeute ou le physiothérapeute, mais qu'au fond, les moyens pour y arriver puis les problématiques spécifiques qui vont être travaillées par un professionnel ou par l'autre vont être quand même différentes et circonscrites. Ouais. On dit souvent que si on nous amène une personne avec un diagnostic, la deuxième personne, même âge, même sexe, même diagnostic, c'est pas du tout le même profil. Et des fois, ça va être plus le physio qui va être important dans le dossier versus l'ergo. Puis là, il va falloir, c'est dans cette collaboration-là où on va accompagner la personne aussi à déconstruire ces croyances-là. Aujourd'hui, c'est sûr, comme on a dit dans la société, on connaît beaucoup ce que c'est physio. Ergo, ça s'en vient. Mais il y a encore tellement d'autres professionnels de la santé qui existent qu'on connaît quand on travaille là-dedans. Mais en tant que public, on ne les connaît pas. Donc, quand on a un enjeu, on va vers douleur, physio, santé mentale, psychologue. Mais en fin de compte, on a plein d'autres personnes autour de ça. Et c'est ça la beauté des choses, c'est que l'humain change, doucement mais sûrement. Et nous, on a ce rôle-là. Il faut trouver la bonne personne, le bon professionnel qui va l'aider à déconstruire ces croyances-là. Et dans la situation que j'ai, moi, c'était sûr que c'était pas mon rôle d'aller déconstruire ça. La personne devait expérimenter avec le physio toutes ces stratégies, voir que ça fonctionne à court terme, mais qu'il faut ajouter d'autres choses là-dedans et qu'elle va aller les chercher en ergothérapie. C'est vraiment cet exemple-là qui m'a flaguée et j'ai dit, OK, là, je ne peux pas travailler seule dans cette situation-là. C'est impossible. C'est intéressant ce que tu dis, Charlotte, parce que ça m'a fait penser, parfois, d'être 2 professionnels qui travaillent ensemble sur des aspects similaires mais différents de la personne, ou avec des outils ou avec des avenues qui peuvent être différentes mais dans le même objectif. Une des choses qui aide beaucoup, c'est parfois d'avoir le même discours. Donc, quand on est 2 personnes différentes qui tiennent un discours similaire avec le patient par rapport à ce que cette personne-là devrait prendre comme moyen pour s'en aller dans la bonne direction, ça joue un rôle important. Juste ça, c'est pas que ça, mais ça, c'est déjà là un rôle important. Alors, encore une fois, l'importance de communiquer. Ça, c'est une réalité. Là. Juste travailler ensemble, c'est pas suffisant. Il faut qu'on soit capable de se parler pour justement s'assurer qu'on va arrimer nos discours avec ce patient-là, parce que ça a des impacts significatifs. C'est comme avec le médecin. Si on pense à 10-20 ans en arrière, qui est une pratique autour de chaque personne très médico-centrée, encore aujourd'hui, on a quand même le médecin qui reste au cœur. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Moi, je trouve quand même qu'on se retrouve face à des médecins qui sont beaucoup plus ouverts à l'équipe interdisciplinaire et qui, en fin de compte, maintenant, doivent en faire partie. Beaucoup de personnes vont prendre la parole du médecin en se disant « c'est ça que je dois faire ».
Puis quand la personne face à toi, elle te dit « Non, mais mon médecin m'a dit ça », va pas t'obstiner. Va dialoguer, va travailler avec le médecin pour que ton discours arrive dans la bouche du médecin pour aider la personne à changer dans le mieux. Parce que le médecin, il va dire « Bah oui, c'est vrai, la science te dit qu'il faudrait qu'il essaye ça pour s'améliorer, pour que ça aille mieux au quotidien. » Mais toi, tu peux le dire 10 fois, ça ne passera pas. Le médecin, il va te le dire 1 ou 2 fois. La personne va l'ancrer et va commencer à travailler naturellement dessus. Fait que c'est ça qui est important à saisir dans notre job. C'est que on peut avoir la connaissance, mais face à l'humain, il va falloir aller chercher les autres aussi pour amener ces changements-là. Vous parlez de communication, vous parlez de comment travailler ensemble avec le même patient, mais concrètement, à quoi ça peut ressembler? Est-ce que ce sont des réunions que différents professionnels ont ensemble pour se coordonner puis ensuite travailler chacun de leur bord avec le patient? Est-ce que des interventions, des évaluations qui sont faites conjointement, ergo, physio, peut-être avec d'autres professionnels? Ou est-ce qu'il y a d'autres options, d'autres manières d'explorer la complémentarité, le travail d'équipe entre différents professionnels? Ouf, il y en a tellement. De plusieurs façons, hein. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a effectivement, probablement chez vous aussi, des rencontres multi. On est obligé, il faut qu'on prenne du temps parce qu'on peut pas toujours se parler dans un cadre de porte. Le travail, la journée peut aller très rapidement. Puis si on n'a pas du temps de planifier pour discuter de nos patients qu'on a en commun, les fameux rounds là, qu'on dit en anglais, ou en tout cas les réunions, peu importe, là, c'est important. La société se plaint beaucoup là, des réunions, puis des réunionites, là, mais c'est important d'être capable de s'asseoir ensemble comme humain, puis de jaser de monsieur ou de madame une telle, pour s'assurer qu'on, justement, encore une fois, qu'on tient un discours similaire, puis qu'on a un objectif qui s'en va dans la même direction, pas toujours avec des outils identiques, mais qu'on vise la même chose avec la personne. Si tu as quelqu'un, peu importe tes professionnels, si tu as une personne qui travaille dans une direction, puis l'autre dans l'autre, tu sais, faut qu'on augmente ses capacités. Non, en ce moment, c'est en aigu, il faut qu'on réduise. Puis là, dans le fond, ça ne fonctionnera pas. Là. Les deux personnes s'en vont dans une direction différente. Mais évidemment qu'il peut y avoir des moments où on est avec le patient ensemble. Chez nous, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais c'est quelque chose qui peut arriver si le besoin se fait sentir. C'est généralement parfois pour remettre un peu les pendules à l'heure sur les objectifs, parce qu'on peut se retrouver avec des gens qui disent blanc à Charlotte, mais noir à Marie, par exemple. Oh oui. Et là, fait que tout le monde n'est pas manipulateur, sauf que ça existe. Et que parfois, c'est important d'être capable de remettre, là, de repartir la boussole à zéro. Là, je sais pas comment... C'est pas une expression de repartir à la case départ. Exactement. De remettre la case départ la même à tout le monde. 100%. Puis après ça, on peut aller dans toutes les interventions en deuxième ligne. Donc, je sais pas si vous êtes familière là, avec la deuxième ligne en ergo, en physio. Donc, on parle de gens qui, par exemple, surtout dans des retours au travail ou des réintégrations, ont pas atteint leur 100% qu'on juge un potentiel adéquat pour retourner travailler. Donc, on va faire une imitation des tâches de travail, par exemple, ou des activités, là, peu importe, mais c'est beaucoup dans le travail. Et là, c'est très multi ou interdisciplinaire, peu importe comment est-ce qu'on veut le voir, mais c'est multi parce que les gens, généralement, vont travailler ensemble pour aller amener cette personne-là à augmenter ses capacités pour retourner, peu importe quelle capacité ont-elles besoin. On voit des gens, peut-être quand on voit là, en neuro, commotion cérébrale, mais on voit aussi des gens avec des troubles musculosquelettiques. Et là, ce qu'on veut, c'est augmenter leur capacité à retourner progressivement à leur tâche normale, si on veut dire, là, entre guillemets, là, de la vie qui menait avant, là, l'événement qui a fait en sorte qu'ils se sont rendus où est-ce qu'ils sont à ce moment-ci. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons de collaborer. Ça peut être un outil de communication, puis on s'écrit un message aussi. Là, donc, et ça permet aussi d'avoir une communication qui est peut-être plus fluide ou qui est comme en continu pour un patient. Oui, par exemple, aujourd'hui, dans mon nouveau milieu de travail, c'est en clinique privée, on a ces réunions interdisciplinaires, mais ça arrive qu'un client, il vienne voir l'ergo en première heure, en deuxième heure, il va partir en physio ou en kinésiologie. Fait qu'il y a aussi une loi de confidentialité, on ne donne pas des informations au milieu d'une clinique ou dans la rue où tout le monde peut les entendre. Donc, tu sais, les communications, nous, on utilise un logiciel où on s'écrit « Regarde, je viens de faire ça ». L'enjeu aujourd'hui, ce qui s'est passé, puis la personne elle peut embarquer. Je sais qu'en milieu public, à l'hôpital, tu en as vécu d'autres, des situations où on évalue physio, ergo, orthophoniste, toute la gang dans la même chambre. Ça fait du beau monde autour d'une seule personne qui nous regarde en disant « Qu'est-ce que vous faites là ?» Puis ça amène la beauté que moi, j'aime beaucoup évaluer en interdisciplinarité. Aujourd'hui, nous, on le développe de plus en plus dans la clinique sur nos 2 heures d'évaluation. On est 2 professionnels différents. Et en fait, on regarde la même activité, mais avec un regard différent. Et donc, en même temps, on peut tout de suite amorcer
de l'éducation à la personne et lui expliquer, regarde ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça, on comprend ce que tu vis, mais en fait, ça résulte de ça. Ok, avec moi, tu vas travailler ça, avec un tel, tu vas travailler ça, fait qu'on enligne la personne. Et j'aime beaucoup ce côté-là où on est deux, peut-être 3 professionnels, ça commence à être beaucoup pour la personne parce qu'on pitch beaucoup d'informations en même temps. Mais 2 personnes différentes avec une expertise différente autour d'un client, je trouve que c'est le plus bel exemple d'interdisciplinarité. Et comme tu as dit, en douleur chronique aussi beaucoup, des fois on faisait des séances à 2 pour amener plus de discussions, pour répondre à toutes les questions avec chaque personne. Fait que c'est ça en gros la belle image que j'ai. Puis je suis d'accord avec toi. Puis parfois, là, le plus compliqué, c'est l'aspect logistique. Parce que là, c'est par exemple, si tu veux faire une évaluation avec un patient, puis là où la physio, l'ergo en même temps avec le patient, ben, on en parlait tantôt, rejoindre tout ce monde-là pour que tout le monde soit disponible au même moment dans la semaine, dans une situation de, ben, on voit des gens, on aide des gens, puis c'est parfois ça qui devient le plus compliqué. Parfois, les organismes payeurs ne paieront pas 2 services en même temps. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ment? Puis parce que ça serait le bien du patient, mais là, il faut que tu essaies de rejoindre, par exemple, l'agent ou le conseiller ou la conseillère à ce moment-là pour être capable de dire, ben oui, mais ça serait pertinent de le faire, puis ils vont l'autoriser. Mais ça demande des efforts supplémentaires parfois dans le contexte d'organisation du travail. Alors, c'est sûr que le réflexe, parfois, c'est de rester un peu plus chacun de notre côté parce que c'est ce qui est plus facile. Mais je pense que c'est important quand on est capable de se rencontrer puis de discuter. Ça amène, par exemple, des idées comme ça de vouloir dire, ben, je pense que ce serait une bonne idée qu'on voit la personne ensemble. Parce que comme ça, on pourrait... Parfois c'est nécessaire de confronter la personne sur qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'elle fait, tu sais. Parce que, il me semble, quand je la vois en ergo, X, Y, Z, mais moi, comme j'ai un autre son de cloche complètement, donc là, est-ce que c'est parce que les 2 professionnels ne voient pas la même chose ou c'est parce que la personne ne montre pas la même chose? Et pour être sûr qu'on s'en va dans la même direction, ben, on n'enregistre pas nos séances. Il faut voir la personne agir ou bouger ou, aller à ses activités en même temps. Puis là, c'est plus facile d'en discuter. Donc oui, il y a toute la logistique derrière ça aussi qui peut être un peu complexe, là. C'est ça, mais ça reste quelque chose tellement de primordial. Là, ça me fait penser que cette communication-là, en tout cas dans les études d'ergo, c'est un rôle d'ergothérapeute comme le rôle d'expert que tu dois développer pour travailler. Et encore aujourd'hui, même maintenant, c'est mis dans les recommandations ministérielles et tout. Et tu te dois d'avoir des réunions interdisciplinaires parce que c'est comme ça que les choses avancent pour la personne. Et même dans ces réunions interdisciplinaires, tu inclus ton client. Tu inclus parce que c'est lui qui va te dire « j'aimerais être capable de faire ça ». Et là, tu as tous les professionnels autour en disant « je comprends, voilà ce que j'ai observé, moi j'ai observé ça, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est pas réaliste ?» Il y a aussi ça des fois où discuter. Et aujourd'hui, j'ai pas travaillé en réadaptation publique, j'étais en soins aigus, mais pour autant, on avait déjà ces discussions-là avec les personnes en leur disant « là, va falloir que tu t'assoies avec nous parce que certes, tu es le patient, c'est toi qui as l'incapacité, c'est toi qui es malade, mais tu dois discuter, tu dois communiquer avec nous pour que nous, on ait aussi notre bonne communication pour toujours s'organiser autour de toi. Parce que c'est la personne qui est au centre. Nous, on arrive avec, oui, nos expertises, ce qu'on a appris, ce qu'on voit, ce qu'on pratique chaque jour, mais si la personne ne communique pas avec nous en face, c'est travailler dans le vent. Et elle va pas avancer vers ces objectifs-là. Elle va être frustrée, on va être frustré, tout le monde va être frustré, ça sera pas la meilleure des situations à ce moment-là. Oui, c'est de s'assurer qu'on travaille avec le fameux patient partenaire. Oui. Hein? Et ça, on en parle souvent, mais on en parle peut-être plus à l'école. Après ça, sur le marché du travail, c'est peut-être plus difficile à joindre parce qu'on dit souvent que le patient est l'expert ou l'experte de son problème. Donc, si on demande d'expliquer la problématique, c'est la personne qui la vit qui va être la meilleure pour l'expliquer parce que c'est cette personne-là qui la vit à tous les jours. Donc, après ça, ben, nous, c'est notre rôle, c'est d'interpréter qu'est-ce qu'on voit puis qu'est-ce qu'on entend pour essayer d'amener cette personne-là à prendre des moyens qui vont l'aider à s'élever finalement au-dessus, ou tu sais, le fameux mot, là, guérir, ou se rétablir. J'aime bien parler de résilience parce que c'est rebondir après. 100%. 100%. Parce que c'est quoi guérir, là, on pourrait tomber, là, ça serait large là, de parler de ça. Le truc, je vais être comme avant. Ouf, je vais être comme avant, mais tu sais, avant, ta normalité, t'as des normalités chaque jour qui changent. Oui, parce que même dans une vie, on n'a pas de douleur. Ah, oui. Moi, je suis pas comme avant. Je pourrais jamais être comme avant. Je peux pas être comme hier.
Donc, puis demain, je vais être différent d'aujourd'hui. Bon, ça ne change pas toujours à cette vitesse-là. On le souhaite, heureusement. Il n'y aura pas d'accident d'auto en m'en allant d'ici. Mais pour toutes sortes de raisons, on est comme l'accumulation de ce qu'on vit dans notre vie. Puis, tu sais, ce genre, des trucs pour lesquels on voit des patients, ça fait partie de la vie. Puis là, bien évidemment, c'est là que la fameuse résilience est importante. C'est pas donné à tout le monde. Des gens vont la développer, des gens vont pas la développer. Ça joue probablement un rôle, puis là je suis pas un expert là-dedans, mais ça joue probablement un rôle dans la douleur chronique. Oui. Cette réalité-là de toujours chercher une raison aussi. Donc parfois juste d'accepter, puis ça, on le sait là, par rapport à la gestion des émotions, accepter que c'est là vient baisser, dans le fond, l'intensité de cette émotion-là, et la douleur joue un rôle émotif, évidemment, important. Donc c'est quelque chose qui est important à tout le moins, essayer d'enseigner à nos patients. Et les ergos jouent un rôle important là-dedans, évidemment, encore aussi, là, peut-être parfois plus que les physios, mais il faut qu'on travaille cette réalité-là ensemble. C'est ça, c'est que certes, c'est peut-être pas quelque chose qui fait partie de l'expertise des physios quand tu es à l'école. On te parle de, oui, les émotions et la douleur, ça beaucoup moins ça qu'en joue, ergo. ouais, ça joue, mais pour autant, quand ton physio, c'est la première personne à voir le client parce que tes agents payeurs, ils te disent on commence physio, ergo, ça sera dans plusieurs mois. Ton physio, il aura déjà amorcé la discussion. Fait que tu vas pas arriver avec quelque chose de nouveau. Ils vont te dire, mais non, je suis pas fou. On dit pas que tu es fou. C'est juste que tu vis une épreuve qui t'amène des émotions. On est un humain, on a des émotions. Fait que là, on va t'apprendre à les voir, les constater et à comment tu peux les diminuer pour faire diminuer ta douleur avec. Et le physio, c'est pas son expertise, la santé mentale, mais il a pu aborder ça, il a pu mettre en place... On n'a pas le choix. Oui, il n'a pas eu le choix parce que ça fait partie... Et c'est là aussi l'interdisciplinarité parce qu'on apprend l'un de l'autre sur nos champs d'expertise. Et donc, on peut initier des petites choses quand on veut juste référer un patient. Si, il ne sait pas qu'est-ce que fait l'ergo. Souvent, c'est ce cas-là, physio. Je t'avoue qu'on n'est pas devant ce cas-là. Qu'est-ce qu'un physio Mais ça ne veut pas dire que la perception est bonne, par exemple. Oui, ça, c'est vrai. Tu sais, c'est important de pouvoir expliquer ce que l'autre personne va faire. Et des fois, il faut être concret. Il faut donner un exemple. Tu vas aller en ergo, tu vas aller parler de ton quotidien. Et c'est plate à dire, hein. Tu vas discuter de ce que tu fais le matin au réveil jusqu'au soir au coucher. Et on va aller trouver où est-ce que ça accroche. Et où est-ce qu'on peut trouver des solutions? Et là, en même temps, regarde, moi, ce que je fais avec toi en physio, on va voir où est-ce qu'on peut le mettre là-dedans. Fait que c'est très, très aidant que ton collègue connaisse ce que tu vas faire pour aiguiller la personne dans son cheminement, pas médical, mais de réadaptation, de reprise de sa vie. Oui, d'avoir l'impression qu'on a un certain contrôle sur notre vie. Hein. Ça, c'est important qu'on essaie de redonner ça à nos patients. Pour écouter la deuxième partie de notre discussion, on vous invite à aller voir le prochain épisode de Jason Ergo.